La pauvre mère célibataire avait emmené sa fille au travail, mais elle n'imaginait pas que le patron millionnaire serait là, et son attitude a choqué tout le monde. Claire Dumas ouvrit les yeux en sursaut, le réveil clignotant déjà trop tard pour un lundi matin. Dans l'appartement modeste du 6e arrondissement de Lyon, le silence avait été rompu par un appel urgent. La directrice de la crèche de Juliette annonçait une fermeture exceptionnelle à cause d'une panne électrique. Claire, 36 ans, mère célibataire, sentit l'angoisse monter aussitôt. Aucun grand-parent disponible, aucun ami de confiance à portée de main. Elle n'avait pas le luxe d'un congé imprévu. Son poste d'assistante administrative dans une grande entreprise de technologie ne tolérait pas d'absence injustifiée, surtout pas depuis la nouvelle réorganisation du personnel. Juliette, 6 ans, encore en pyjama rose, frottait ses yeux quand Claire lui annonça doucement « Ma chérie, aujourd'hui tu viens au travail avec maman ». L'enfant, habitué aux improvisations de sa mère, hocha la tête sans poser de questions. Elle savait, à sa manière, que leur vie demandait parfois du courage silencieux. Sur le trajet en tramway, Claire révisait mentalement son plan. Le bureau était vaste, les étages multiples, et surtout Vincent Leclerc, le PDG légendaire, ne mettait presque jamais les pieds dans l'immeuble. Sa présence se limitait aux réunions stratégiques par visioconférence ou aux notes impersonnelles transmises par l'équipe de direction. L'idée de croiser ce magnate mystérieux paraissait presque aussi probable que de gagner à la loterie. Claire comptait sur cette rareté pour passer la journée incognito. À son arrivée, elle fit entrer Juliette discrètement par une porte latérale, la conduisant dans une petite salle d'archives rarement utilisée. Elle avait emporté des feuilles, des crayons de couleur et quelques biscuits. « Tu restes ici tranquillement, d'accord? Je reviendrai souvent te voir, et surtout ne fais pas de bruit. » Juliette acquiesça sérieusement, comme si elle acceptait une mission secrète. Claire se précipita ensuite à son poste, saluant d'un sourire crispé ses collègues, espérant que personne ne remarquerait son agitation. Elle jonglait entre les mails urgents, les rapports à finaliser et les regards furtifs vers le couloir qui menait à la salle où sa fille l'attendait. À chaque minute qui passait, son cœur battait plus fort, partagé entre la peur d'être découverte et la culpabilité de ne pas pouvoir offrir à Juliette une journée normale d'école et de jeu. Vers 10 heures, alors qu'elle s'apprêtait à imprimer un dossier important pour le département financier, un frémissement parcourut le plateau. Murmures, regards échangés, téléphone discrètement consulté. Quelque chose se tramait. Claire interrogea du regard son collègue Lucas, qui s'approcha et souffla à voix basse. « Il est là, le grand patron, Vincent Leclerc. Il vient de passer la sécurité. » Un frisson glacial descendit le long de la colonne vertébrale de Claire. Tout son plan s'effondrait en une seconde. La présence inattendue de cet homme à la réputation sévère transformait sa tentative discrète en risque majeur. Si quelqu'un découvrait Juliette, elle pourrait perdre son emploi. Elle se leva d'un bond et marcha d'un pas rapide jusqu'à la petite salle. En ouvrant la porte, elle trouva Juliette en train de colorier un arc-en-ciel avec application. « Chérie, il faut qu'on se cache ailleurs. Vite !» Claire prit la main de sa fille et regarda autour d'elle à la recherche d'un recoin plus sûr. Elle pensa à la salle des fournitures, puis au petit local technique derrière les ascenseurs. Mais à peine avait-elle posé un pied dans le couloir qu'elle s'arrêta net. À quelques mètres de là, entouré de 2 cadres supérieurs, Vincent Leclerc marchait lentement dans leur direction. Grand élégant dans un costume gris anthracite, les cheveux soigneusement coiffés en arrière, il avançait avec assurance, chaque pas mesuré, chaque regard tranchant. Claire sentit son estomac se nouer. Trop tard pour reculer, trop tard pour disparaître. Le regard du PDG croisa soudain le sien, puis glissa vers Juliette, dont les boucles blondes dépassaient à peine la hauteur de sa taille. Il s'arrêta net. Claire sentit son souffle se bloquer. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas deviner, à cet instant précis, que cette rencontre allait bouleverser à jamais leur vie. Le silence qui suivit l'apparition soudaine de Vincent Leclerc dans le couloir fut aussi lourd que le bruit d'un orage qui précède la tempête. Aucun employé n'osait parler. Les quelques conversations qui avaient animé l'étage s'étaient tues en un souffle, comme si la simple présence du PDG imposait une gravité nouvelle à l'espace. Vincent avançait avec calme, mais chaque pas semblait mesuré, calculé, trahissant une autorité naturelle que personne n'avait jamais contestée. C'était un homme qui n'avait pas besoin de hausser la voix pour être écouté. Claire, figée,
tenait encore la main de Juliette, dont les yeux clairs observèrent la scène sans comprendre l'agitation soudaine autour d'elle. En une fraction de seconde, Claire tenta de reprendre le contrôle de la situation. Elle tira doucement sa fille vers elle, espérant que le mouvement discret suffirait à les faire disparaître de la trajectoire du PDG. Mais il était trop tard. Le regard de Vincent s'était arrêté sur elle et il ne bougea plus. Le silence s'épaissit. Vincent Leclerc, dont le visage impassible faisait la renommée dans les cercles d'affaires français, plissa légèrement les yeux. Un détail dans l'apparence de Juliette l'avait saisi. Elle ne portait ni badge ni tenue professionnelle, ni la moindre expression de stress comme tous les adultes autour. Elle était simplement une enfant, les cheveux en bataille, un crayon dans la main, les joues légèrement rougies par l'émotion. Claire tenta de prendre la parole, d'expliquer, de présenter des excuses. Sa voix trembla lorsqu'elle dit « Monsieur Leclerc, je suis vraiment désolé. C'est une situation exceptionnelle, Mais il leva légèrement la main, sans agressivité, pour la faire taire, tout en gardant les yeux fixés sur Juliette. Un murmure parcourut l'assistance. 2 des directeurs qui accompagnaient Vincent échangèrent un regard discret. Ce n'était pas seulement l'apparition de l'enfant qui semblait inattendue, c'était surtout la réaction du PDG. Personne ne l'avait jamais vu s'arrêter ainsi, encore moins face à une scène aussi humaine. Vincent s'abaissa doucement, posant un genou à terre pour se mettre à la hauteur de Juliette. Son regard, d'habitude si dur et distant, s'adoucit. Il s'efforça de sourire, un mouvement à peine perceptible sur ses lèvres. « Et toi, comment tu t'appelles » demanda-t-il d'une voix étonnamment douce. Juliette, hésitante, se rapprocha de Claire et répondit à mi-voix « Juliette ». Il hocha lentement la tête, puis fouilla dans la poche intérieure de sa veste. Il en sortit un petit paquet de biscuits emballés qu'il avait pris plus tôt dans la salle de réunion du comité exécutif. Il le tendit à la fillette. « Tu as faim » demanda-t-il. Elle prit le paquet timidement, hochant la tête sans parler. Autour d'eux, l'ambiance avait changé. Les employés, d'abord tétanisés par la peur, observaient désormais la scène avec un mélange d'étonnement et d'incompréhension. Claire n'osait toujours pas respirer pleinement. Elle ne savait pas si elle venait d'assister à une clémence rare ou au prélude d'un entretien disciplinaire mémorable. Pourtant, elle ne pouvait ignorer ce qui venait de se produire. Quelque chose dans le regard de Vincent avait changé. Il se releva lentement, son regard se posant brièvement sur Claire. Il ne lui dit rien, pas un reproche, pas une remarque. Il fit simplement un léger signe de tête et reprit sa marche comme si de rien n'était, les directeurs le suivant en silence, incapables de masquer leur trouble. Claire resta plantée là quelques secondes, incapable de bouger. Juliette tenait encore les biscuits dans ses mains, les yeux brillants mais sereins. « Maman, c'est lui le monsieur important ?» demanda-t-elle innocemment. Claire ne put que hocher la tête, tentant de reprendre son souffle. Elle raccompagna sa fille à la petite salle d'archives, l'y installa de nouveau, mais cette fois son esprit était en ébullition. Rien ne s'était passé comme elle l'avait prévu. Ce qui aurait pu être un incident grave venait de se transformer en une rencontre étrange, déroutante. Le regard de Vincent ne la quittait pas. Il n'y avait eu ni colère, ni menace, juste une attention presque fragile, portée à une enfant qui ne faisait que dessiner des soleils colorés sur une feuille blanche. Le reste de la matinée se déroula dans un calme artificiel. Claire retourna à son poste, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Les mots flottaient devant ses yeux, les chiffres se mélangeaient. À chaque bruit de pas dans le couloir, elle tressaillait. Elle attendait une convocation, un message, une remarque de son supérieur direct. Rien ne vint. Lorsqu'elle osa jeter un coup d'œil vers l'étage supérieur en fin de journée, elle aperçut Vincent seul dans la salle de réunion, appuyé contre la baie vitrée. Il regardait la ville comme s'il cherchait quelque chose au-delà des immeubles, au-delà des toits, au-delà même de cette journée étrange. Il tenait quelque chose dans la main, peut-être une photo ou un document personnel. Claire ne pouvait le distinguer avec précision, mais elle eut l'intuition que cet homme, si redouté, portait un poids invisible que personne n'avait encore réussi à comprendre. Elle termina sa journée sans un mot de plus. En quittant le bâtiment, elle serra la main de Juliette dans la sienne plus fort qu'à l'habitude. Elle ne savait pas encore ce que demain lui réservait, ni comment interpréter ce qui venait de se passer. Mais une chose était certaine. Ce matin-là, en décidant de braver les règles pour protéger sa fille, elle avait déclenché quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le lendemain matin, Vincent Leclerc arriva au siège de l'entreprise plus tôt que d'habitude, sans prévenir personne. Les couloirs étaient encore silencieux, les bureaux vides
baigné dans la lumière froide du jour naissant. Il salua le gardien d'un simple geste de tête, refusa l'ascenseur et monta les escaliers d'un pas calme, presque mécanique. Son esprit était ailleurs, en décalage avec l'univers ultra-organisé qu'il avait lui-même façonné au fil des années. L'image de Juliette, cette petite inconnue, n'avait cessé de le hanter toute la nuit. Dans son bureau, il posa sa mallette sur la table sans même l'ouvrir. Il marcha jusqu'au meuble bas près de la fenêtre, en ouvrit le tiroir du milieu et en sortit un objet qu'il n'avait pas touché depuis longtemps. Une vieille photo encadrée, cachée là, loin des regards et surtout du sien. La photo montrait une fillette blonde au sourire franc, une robe à fleurs, un ballon rouge dans la main. À côté d'elle, une femme riait, les cheveux au vent, tenant la petite dans ses bras. Camille et Élise, sa fille et sa femme. Morts toutes les deux dans un accident de voiture par un après-midi d'été, presque 4 ans auparavant. Vincent n'était plus jamais retourné dans cette maison depuis. Il avait vendu la voiture, quitté le quartier, changé de cercle social et s'était entièrement fondu dans le travail. Chaque contrat signé, chaque acquisition, chaque nuit blanche à revoir des tableaux Excel avait été une manière de ne pas penser, de ne pas ressentir, de ne pas vivre, au fond. Il était devenu le PDG que tout le monde craignait, froid, calculateur, distant. Et il s'était convaincu que cela suffisait, qu'il ne lui restait rien d'autre à offrir au monde que cette version glacée de lui-même. Mais voilà que cet enfant, sorti de nulle part, venait fissurer son armure. Juliette. Elle avait ce même regard franc, ce sourire calme et ce timbre de voix léger, presque chantant, qui résonnait encore dans ses oreilles. Lorsqu'il s'était penché vers elle la veille, il n'avait pas vu une inconnue. Il avait revu Camille. Son cœur avait hésité. Pendant une brève seconde, il avait eu l'impression absurde, douloureuse, que le temps avait reculé, qu'il lui était rendu, ne serait-ce qu'un instant. Il s'était figé, incapable de parler, de penser, de réagir comme un patron l'aurait fait. Les excuses de Claire ne lui étaient presque pas parvenues. Son attention était tout entière accrochée à cette petite silhouette, comme une écharde plantée dans la chair de sa mémoire. Il n'avait pas cédé à la colère, pas même à la logique. Il avait simplement offert un biscuit, comme il le faisait autrefois avec sa propre fille. Ce geste avait surpris tout le monde, mais il lui avait semblé la seule chose possible à ce moment précis. Assis désormais dans le silence, face à la photo qu'il avait gardée cachée, Vincent sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Un barrage fragile, érigé au fil des années, pour retenir la douleur, la rage, le vide. Il passa une main sur son visage et, sans crier gare, les larmes coulèrent. Pas des sanglots bruyants, non. Juste un ruissellement discret, comme une fuite dans un vieux mur fissuré. Il resta là de longues minutes, immobile, incapable d'arrêter ce flot. Il aurait pu se sentir ridicule, faible, indigne du costume sur mesure qu'il portait, mais au contraire, c'était comme un soulagement. Pour la première fois depuis des années, il pleurait non pas de colère, mais de reconnaissance. Il prenait conscience de tout ce qu'il avait enfoui. Les anniversaires manqués, les photos ignorées, les souvenirs volontairement effacés. Et tout cela avait ressurgi à cause d'un visage d'enfant, aperçu dans un couloir ordinaire. Plus tard dans la matinée, il croisa Claire par hasard dans la cafétéria de l'entreprise. Elle s'était arrêtée devant la machine à café, le regard perdu dans les options. Lorsqu'elle le vit, elle se redressa, les traits tendus, prête à recevoir une remarque, peut-être un rappel à l'ordre. Mais Vincent ne dit rien. Il s'arrêta à côté d'elle, la regarda un bref instant et dit simplement « Votre fille est très polie ». Claire resta muette. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle aurait préféré presque une remontrance claire, une directive formelle. Mais ces mots, aussi simples soient-ils, contenaient une complexité qu'elle ne pouvait pas encore décrypter. Elle hocha lentement la tête et murmura un « merci » presque inaudible. Il ne resta pas plus longtemps. Il se servit un café noir, puis repartit d'un pas mesuré, comme si cette parenthèse ne méritait pas d'être prolongée. Mais pour Claire, ce bref échange changea quelque chose. Ce n'était pas seulement une politesse, c'était un aveu implicite, une reconnaissance, et bien qu'elle ne comprit pas encore pleinement ce qui s'était passé dans le regard de cet homme, elle ressentit instinctivement qu'il s'était produit entre eux un mouvement imperceptible, un glissement d'équilibre. De retour à son bureau, elle regarda une photo de Juliette dessinée par la petite elle-même, épinglée sur l'un des murs gris. Elle repensa au regard de Vincent, à ce tremblement dans sa voix lorsqu'il avait parlé,
Et pour la première fois, elle comprit que cet homme, que tout le monde peignait comme un tyran, portait peut-être en lui une douleur qu'aucun costume ou poste ne pouvait dissimuler. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que cette douleur allait bientôt faire écho à la sienne et qu'entre eux allait naître quelque chose de plus profond qu'un simple lien professionnel. Mais pour l'instant, chacun reprenait sa place. L'un derrière un bureau imposant, l'autre dans les couloirs discrets de l'administration. Et pourtant, un fil invisible les reliait désormais. Un fil tissé non pas par des mots, mais par une reconnaissance muette de blessures partagées. Dès l'ouverture des bureaux ce matin-là, une tension inhabituelle flottait dans l'air. Les employés se lançaient des regards discrets, les conversations se faisaient à voix basse, et les plus anciens, ceux qui connaissaient les habitudes rigides de Vincent Leclerc, chuchotaient entre eux comme si quelque chose d'étrange avait été enclenché. Ceux qui avaient assisté à la scène de la veille se demandaient s'ils avaient bien interprété ce qu'ils avaient vu. Ils n'avaient pas rêvé. Le PDG en personne s'était accroupi devant une enfant, avait souri, parlé doucement et offert un biscuit comme un simple passant attendri. Pour ceux qui l'avaient toujours connu comme une figure de pouvoir austère, ce geste semblait presque irréel. Et pourtant, il avait bel et bien eu lieu. Claire, quant à elle, était arrivée encore plus tôt que d'habitude. Elle avait confié Juliette à une amie de son immeuble qui, exceptionnellement, avait pu prendre une journée de télétravail et accepter de la garder quelques heures. Ce n'était pas une solution durable, mais cela lui donnait un peu de répit. Malgré cette légère accalmie logistique, Claire n'arrivait pas à se détendre. Le souvenir du regard de Vincent posé sur sa fille, son silence inhabituel, son geste tendre, tout cela la poursuivait. Elle avait passé la nuit à repenser à la scène, à tenter d'en analyser les nuances. Elle n'était pas du genre à se perdre en conjectures, mais quelque chose dans cette interaction lui avait échappé. Ce n'était pas seulement de la bienveillance ou de l'indulgence, c'était autre chose, quelque chose de plus personnel, plus profond. À 10 heures, alors qu'elle traitait une série de bons de commande, elle reçut un message inattendu sur sa boîte mail professionnelle. L'expéditeur était la secrétaire de direction et le contenu était clair. Monsieur Leclerc souhaite vous voir à 11 heures dans son bureau. Aucun autre détail, aucune explication. Le genre de message qui, dans le passé, aurait glacé le sang de n'importe quel employé. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Elle regarda l'écran un long moment, immobile. Avait-elle mal interprété le comportement du PDG? Était-ce une convocation disciplinaire tardive? Un avertissement officiel? Elle ferma doucement son ordinateur portable, se leva et alla se passer de l'eau sur le visage dans les toilettes. Elle devait paraître calme, quoi qu'il advienne. À 11 heures précises, elle frappa à la porte du bureau vitré situé au dernier étage. La secrétaire lui fit un signe de tête, puis la laissa entrer. Vincent Leclerc se tenait debout près de la grande baie vitrée, les mains dans les poches, observant la ville en contrebas. Il ne se retourna pas immédiatement. Claire avança de quelques pas puis s'arrêta. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », dit-il enfin toujours dos à elle. Elle obéit, s'installant sur une des deux chaises face au bureau épuré. Un silence tendu s'installa. Puis, d'une voix calme, il déclara « Je ne vous ai pas convoqué pour vous sanctionner. » Il se retourna enfin et croisa son regard. « Ce que vous avez fait hier, amener votre fille, c'était risqué, mais je comprends. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle attendait la suite, méfiante. Vincent s'assit en face d'elle, ses gestes mesurés, son visage difficile à lire. Puis, après une courte pause, il ajouta « Je voulais vous remercier. » Elle fronça légèrement les sourcils, déstabilisée. « Me remercier ?» Il hocha la tête lentement. « Oui, vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais enfoui depuis longtemps. Votre fille. Elle m'a ramené à une image que j'avais presque réussi à oublier. » Claire comprit à ce moment-là qu'il ne parlait pas d'une banale émotion passagère. Il y avait derrière ces mots une histoire, un vécu. Elle ne posa pas de questions, mais son regard se fit plus doux. Elle ressentit instinctivement qu'il fallait le laisser parler à son rythme. « J'avais une fille, » dit-il finalement, le ton bas, presque murmuré. « Elle avait à peu près le même âge que la vôtre. Elle est morte il y a 4 ans, avec sa mère. » Il marqua une pause, les yeux baissés. « Depuis, je suis devenue autre chose. » Claire sentit un frisson parcourir son dos. Elle n'aurait jamais imaginé un tel drame derrière la façade impeccable du PDG, et encore moins qu'il choisirait de lui confier cela. « Je ne cherche pas la pitié, » reprit-il.
Mais je veux que vous sachiez que je ne vous tiendrai pas rigueur de ce qui s'est passé hier. Au contraire, c'est peut-être la première fois depuis longtemps que je me suis souvenu de ce que cela fait de ressentir. Claire acquiesça lentement. Elle ne savait pas quoi répondre. Et peut-être qu'aucune réponse n'était attendue. Ce n'était pas une conversation entre un supérieur et une subordonnée. C'était un moment entre deux êtres humains, l'un brisé par la perte, l'autre constamment sur le fil pour garder sa vie à flot. Avant de la laisser partir, Vincent ajouta simplement « Si jamais vous avez besoin d'aide pour des horaires adaptés ou autre chose liée à votre situation, n'hésitez pas. » Elle le remercia doucement, sortit du bureau le cœur lourd mais étrangement apaisé. Elle n'avait pas été réprimandée. Elle avait été vue, entendue, reconnue. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce jour marquait un tournant. Pas seulement pour elle, mais pour toute l'entreprise. Et plus profondément encore pour Vincent Leclerc lui-même, qui venait d'ouvrir une porte qu'il pensait à jamais scellée. Le moteur de la voiture ronronnait doucement, emplissant l'habitacle d'un bruit régulier, presque apaisant. Vincent conduisait lentement à travers les rues calmes de son quartier résidentiel, situé en périphérie de Lyon. La journée avait été longue, mais pas comme les autres. Elle avait été marquée non pas par une série de réunions ou de décisions stratégiques, mais par une émotion rare, désarmante. Alors que les lumières des lampadaires dessinaient des ombres sur le pare-brise, il s'arrêta devant chez lui, coupa le contact, mais ne sortit pas immédiatement. Il resta immobile, les mains sur le volant, le regard perdu devant lui. Après une longue minute, il ouvrit le compartiment du tableau de bord, en sortit une petite boîte rigide en cuir qu'il n'avait pas touchée depuis des mois. Il la posa sur ses genoux, hésita un instant, puis l'ouvrit. À l'intérieur, une photographie soigneusement conservée. Sa fille, Camille, âgée de 6 ans, dans un jardin, courant vers l'objectif, les bras ouverts, le rire figé dans le mouvement. Elle portait une robe bleue à pois blancs, ses cheveux blonds noués en 2 couettes désordonnées. L'image était si nette qu'elle semblait presque vivante. Vincent sentit un pincement douloureux dans la poitrine. Le genre de douleur qu'on croit avoir rangé avec le temps, mais qui revient d'un seul coup, brutale, entière, comme si rien n'avait été guéri. Il n'y avait pas eu de guérison, seulement de l'oubli, forcé, structuré, imposé par des journées remplies et des nuits trop courtes. Il avait bâti une forteresse autour de cette douleur, se convainquant que le silence était plus efficace que les mots. Mais Juliette, cette petite fille aux yeux clairs et au sourire tranquille, avait rouvert cette brèche sans même s'en rendre compte. Son visage, sa manière de se tenir, de regarder autour d'elle avec une innocence naturelle, tout cela lui avait rappelé Camille. Ce n'était pas une simple ressemblance physique, c'était une impression plus subtile, comme une vibration du passé revenue le hanter. Il caressa doucement le cadre de la photo du bout des doigts, un geste lent, presque ritualisé. Il se souvint de la dernière fois qu'il avait vu sa fille vivante, une matinée d'été. Elle lui avait couru dans les bras avant de monter dans la voiture avec sa mère. Il se souvenait encore des mots échangés, des rires, des promesses banales de se retrouver pour le dîner. Puis l'appel, le bruit au bout du fil, les heures suivantes floues, irréelles, le choc, le vide. Depuis, Vincent avait tout enfoui. Les albums photos, les jouets, les vêtements, les livres préférés de Camille, tout avait été emballé, donné ou jeté. Il ne voulait pas de traces, pas de rappel. Même les proches avaient appris à ne pas évoquer cette période. Son entourage professionnel n'en savait presque rien. Il s'était coupé du monde émotionnel, devenant l'homme d'affaires irréprochable, intransigeant, efficace et parfaitement imperméable à toute faiblesse. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais quelque chose avait changé. Il en avait pris conscience ce matin-là, lorsqu'il s'était surpris à observer les dessins d'enfants affichés dans la salle de pause, là où il ne mettait jamais les pieds. Il avait vu un soleil jaune, une maison aux murs verts et une silhouette dessinée maladroitement qui ressemblait à un papa. Il avait souri, sans s'en rendre compte, et c'était ce sourire, aussi furtif soit-il, qui lui avait confirmé qu'un mécanisme avait été enclenché. Pas une révolution, mais une fissure, une petite brèche dans le mur qu'il avait érigé. La présence de Juliette dans ses pensées n'était pas anecdotique. Elle revenait sans cesse, dans des détails absurdes. La façon dont elle avait tenu le biscuit, son regard curieux, la manière dont elle s'était collée à sa mère sans peur. Il ne savait pas ce qu'il cherchait exactement dans ses souvenirs récents,
mais il savait qu'il le touchait là où personne ne l'avait atteint depuis des années. Et à travers elle, c'était Claire qu'il voyait désormais autrement. Non pas comme une simple assistante administrative, mais comme une femme qui portait seule le poids d'une vie exigeante, complexe, avec une dignité silencieuse. Il repensa à leur échange dans son bureau, à la façon dont elle avait écouté sans intervenir, sans chercher à consoler ou à questionner, juste en étant là, présente, solide. Cette retenue, ce respect, l'avait profondément marqué. Peu de gens osèrent le regarder autrement qu'avec peur ou admiration contrainte. Elle l'avait regardé avec humanité, et cela avait plus de valeur que tous les rapports de performance qu'il lisait chaque semaine. Vincent rangea lentement la photo dans sa boîte, qu'il replaça dans la boîte à gants. Il resta encore quelques minutes dans l'obscurité, puis sortit du véhicule. L'air du soir était frais. Il monta chez lui sans allumer les lumières, se servit un verre d'eau et s'assit dans le fauteuil du salon. Le silence n'était plus oppressant. Il était là, simplement, comme un compagnon discret. Il regarda autour de lui. Un appartement sobre, fonctionnel, dépourvu de tout ce qui pouvait rappeler une vie de famille. Il n'y avait rien au mur, pas de cadre, pas de traces d'un passé. Et pourtant, ce soir, la mémoire s'était imposée sans invitation. Il savait désormais que ce qu'il avait ressenti n'allait pas disparaître aussi vite. Il ne le voulait pas non plus. Pour la première fois depuis longtemps, il acceptait l'idée que la douleur fasse partie de lui, qu'elle ne soit pas un ennemi à fuir, mais une trace de ce qu'il avait perdu, et peut-être aussi de ce qu'il était encore capable de ressentir. Il ferma les yeux un instant, reposa son verre et laissa le silence l'envelopper à nouveau. Pas pour fuir, mais pour se souvenir. La routine quotidienne dans les couloirs de l'entreprise Leclerc Tech suivait habituellement un rythme presque militaire. Les badges bipaient au portique dès 8h30 du matin, les talons claquaient sur le sol brillant, les imprimantes grésillaient et les claviers résonnaient dans une harmonie mécanique. Les employés s'échangèrent des bonjours polis, parfois forcés, souvent rapides. Tout le monde connaissait la règle implicite, la discrétion avant tout. L'ordre et la performance dominaient l'atmosphère, à l'image du patron qu'il servait. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Un changement subtil, presque imperceptible à première vue, mais bien réel. Le premier indice vint de l'ascenseur. Vincent Leclerc y entra en même temps que 3 autres employés du service logistique. Contrairement à son habitude, il ne sortit pas son téléphone, ne détourna pas le regard vers le miroir et surtout, il ne resta pas silencieux. Il s'adressa directement à l'un d'eux. « Vous êtes bien Antoine, c'est ça ?» Le jeune homme, surpris, hocha la tête. Vincent poursuivit. « Je crois que vous avez travaillé sur le dernier projet d'optimisation des stocks. Bon travail. » Antoine, bouche bée, n'eut même pas le temps de répondre avant que les portes s'ouvrent sur le 9e étage. L'information circula plus vite qu'un communiqué officiel. Vincent avait parlé. Vincent avait complimenté. Les collègues d'Antoine pensèrent d'abord à une blague, mais d'autres témoignages vinrent s'ajouter au fil de la matinée. Le PDG avait été vu souriant, un vrai sourire, pas un rictus de convenance, en prenant un café dans l'espace commun. Il avait même pris le temps de demander à une employée de la comptabilité comment allait son fils, dont l'hospitalisation avait été mentionnée dans un précédent mail RH. C'était comme si l'homme avait changé de peau, pas brutalement, mais suffisamment pour que chacun le remarque. Claire, pour sa part, restait en retrait. Elle observait les mouvements sans rien dire, consciente que son lien discret avec ce changement n'était connu que de 2 personnes, elle et Vincent lui-même. Depuis leur échange dans son bureau, il n'avait plus évoqué cette conversation, ni sa fille, ni même Juliette. Il n'avait pas cherché à prolonger ce moment de vulnérabilité, et Claire respectait cela. Mais les regards qu'il lui lançait parfois lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs étaient différents. Il n'y avait plus cette distance hiératique, cette froideur administrative. Il y avait quelque chose de plus humain, plus franc. En milieu de journée, elle reçut une convocation à un entretien avec le département des ressources humaines. Un simple message, laconique, sans motif apparent. Le genre de message qui, en d'autres temps, aurait fait naître une angoisse sourde. Mais cette fois, elle se sentit plutôt curieuse. À son arrivée, elle fut accueillie par Marie Delaunay, la responsable RH, qui lui proposa de s'asseoir avec un sourire sincère. « Claire, nous avons reçu une demande directe de Monsieur Leclerc, » commença Marie. « Il souhaite que nous étudions la possibilité de mettre en place une politique interne plus adaptée aux parents isolés. »
Claire resta un instant interdite. Elle n'avait jamais entendu Vincent évoquer un tel sujet auparavant. Marie poursuivit, « Il a mentionné que votre situation lui avait ouvert les yeux sur certaines réalités que nous ne prenions pas assez en compte. Il veut que cela change, et il veut que cela commence ici. » Claire sentit une émotion étrange monter en elle. De la reconnaissance, mais aussi une forme d'incrédulité. Était-ce vraiment le même homme qui, quelques mois plus tôt, avait refusé une pause prolongée à une employée dont l'enfant était en chimiothérapie? L'ampleur de cette évolution lui échappait encore, mais elle comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un simple coup de communication. Il y avait une volonté réelle de transformation. « Il aimerait aussi que vous fassiez partie du groupe de réflexion », ajouta Marie. « Il pense que votre expérience peut être précieuse pour construire un programme qui ait du sens. » Claire, prise de court, ne sut quoi répondre immédiatement. Elle accepta finalement, à demi-voix, encore troublée. Lorsqu'elle quitta le bureau, elle croisa Vincent dans le couloir. Il ralentit légèrement en la voyant, la salua d'un simple « Bonjour Claire », accompagné d'un léger sourire. Puis il continua sa route. Ce n'était pas une faveur, ce n'était pas un privilège, c'était une reconnaissance, et cela valait plus que n'importe quelle promotion. Dans l'après-midi, une réunion exceptionnelle fut programmée avec les cadres supérieurs. Vincent y participa, ce qui en soi était déjà une surprise. Il écouta attentivement chaque prise de parole, posant des questions précises, s'intéressant réellement aux réponses. Lorsqu'il évoqua le sujet des horaires flexibles pour les parents isolés, il le fit avec une sobriété qui imposait le respect. « Ce n'est pas une faveur, dit-il, c'est une nécessité. Et c'est une manière pour nous de garder nos talents, pas de les perdre sous le poids d'un système rigide. » Certains membres de la direction, visiblement pris au dépourvu, tentèrent de relativiser l'impact. Mais Vincent resta ferme. Il n'élevait pas la voix, mais son autorité naturelle suffisait à faire taire les objections. À la fin de la réunion, plusieurs cadres s'approchèrent de Claire pour lui demander son avis sur certaines idées. Elle comprit alors que sa position au sein de l'entreprise était en train de changer, discrètement mais sûrement. En quittant le bâtiment ce soir-là, elle retrouva Juliette qui l'attendait chez une amie. Sa fille courut vers elle, lui tendant un dessin représentant 3 personnages, une femme, une petite fille et un homme. Tous les 3 souriaient, main dans la main. Claire observa les couleurs, les traits, les détails. Elle ne demanda pas qui était l'homme. Elle le savait déjà. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que quelque chose de stable, de juste, était en train de se construire. Pas un miracle, pas une histoire de conte de fées, juste un début. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour continuer. Les jours suivants furent étrangement calmes, comme si l'entreprise elle-même retenait son souffle, hésitant entre l'ancien ordre rigide et une nouvelle ère d'humanité. Claire sentit qu'elle vivait un moment fragile, unique, où tout pouvait basculer. Le matin, elle arrivait au bureau avec cette inquiétude douce. Allait-il changer de nouveau, reculer, redevenir le patron impénétrable? Mais jusqu'à présent, ses gestes confirmaient que le changement n'était pas un simple mirage. Par exemple, lors de l'une des réunions de fondation du projet pour les parents isolés, Vincent demanda à ce qu'on lui présente plusieurs profils de collaborateurs intéressés. Il ne choisit pas selon la puissance hiérarchique ni le poids du poste. Il choisit selon les besoins, les expériences personnelles. Et lorsque ce fut au tour de Claire de s'exprimer, de parler de ses contraintes quotidiennes, il l'écouta sans interrompre. Il nota ce qu'elle disait sans juger, avec une concentration inhabituelle chez lui. Peu à peu, ils furent amenés à échanger davantage sur des dossiers internes, finances, propositions de politique sociale, stages internes de sensibilisation, sans que cela ne paraisse forcé. Lorsqu'ils se trouvaient côte à côte dans le couloir, ils parlaient de choses banales. La météo, un projet en retard, le café. Pas de grandes confidences, mais des petits gestes vrais. Lorsqu'il passait près de son bureau, il ne faisait plus volte-face automatiquement. Il arborait un regard qui laissait apercevoir qu'il l'avait reconnue comme interlocutrice, non comme simple employée. Pour sa part, Claire n'était ni sûre ni distante. Elle avançait prudemment, consciente que ce lien naissant devait être construit avec respect, sans précipitation. Juliette, à la maison, avait remarqué cette nouvelle douceur dans l'attitude du « Monsieur Sourire ». Lorsqu'elle revenait chercher sa mère, ses yeux scrutaient l'entrée du bâtiment. Dès qu'elle le voyait, elle souriait intérieurement et parfois lançait un signe de la main vers une fenêtre.
Parfois, Vincent apparaissait, la tête relevée, esquissant un mouvement de la main. La fillette enveloppait ces moments dans un secret petit univers. Et chaque fois, Claire sentait qu'un pont se dessinait entre les deux adultes, mais toujours tenu par Juliette, comme un fil de soie. Un jour, Claire se retrouva débordée par une série de dossiers urgents et imprévus. Elle avait jusqu'au soir pour livrer un rapport complet, sous peine de pénaliser un projet clé. Elle resta tard au bureau, ses yeux fatigués fixant les chiffres. À un moment donné, elle réalisa qu'il n'y avait plus qu'une heure avant la fin de la journée. Elle se leva pour chercher un café à la machine, espérant retrouver un peu d'énergie. C'est là qu'elle croisa Vincent. Il était là, la tasse à la main, l'air paisible. « Vous allez rentrer tard », dit-il sans reproche. Elle sourit faiblement, secouant la tête. « Trop de travail, je veux finir ça ce soir. » Il consulta sa montre, puis ferma les yeux un instant. « Si vous voulez, je peux demander qu'on vous déleste une partie de la charge pour ce soir. » Elle le regarda, surprise, comme si l'offre en elle-même avait un poids inhabituel. Elle accepta à mi-voix. Ce geste ne fut pas spectaculaire, mais pour elle, c'était une reconnaissance concrète, un soutien silencieux. Elle se remit au travail avec une énergie renouvelée, non pas parce qu'elle se sentait obligée, mais parce qu'elle se sentait soutenue. Et cette nuit-là, elle quitta le bureau à une heure raisonnable, laissant derrière elle les dossiers restants, avec l'assurance qu'ils seraient pris en charge. Au fil des semaines, les rapprochements discrets se multiplièrent. Vincent la félicitait sur des réussites ponctuelles dans les réunions publiques, sans excès ni condescendance. Un jour, il partagea avec elle un moment plus léger. Un hors-sujet entre deux présentations, il évoqua qu'un de ses passe-temps oubliés était la lecture de romans historiques, une passion jadis partagée avec sa femme avant que tout ne change. Claire, étonnée, lui demanda quel livre il lisait. Il lui répondit d'un ton doux, discret, un roman sur une famille dans la France d'après-guerre. Rien d'extraordinaire, mais c'est apaisant. Elle sourit intérieurement. C'était la première fois qu'il lui parlait de choses du passé, sans empressement, sans artifice. Ce jour-là, à la fin de la réunion, ils ressortirent ensemble dans le couloir. Ils marchèrent côte à côte quelques mètres, silencieux. Il la regarda en coin, fit un geste de la main vers la fenêtre de l'étage, puis dit « Vous faites du bon travail, merci. » Rien de plus. Mais pour Claire, ces mots valaient plus que bien des déclarations. Car il y avait la voix, la nuance, la chaleur retenue. Et dans ce simple « merci », il y avait toute la reconnaissance qu'elle avait espérée lors de ces années de lutte silencieuse. Ce début de relation n'était pas une histoire d'amour officielle, ni une romance exposée. Il s'agissait d'une confiance qui se construisait à petits pas, d'un respect mutuel qui renaissait, d'un équilibre fragile entre deux êtres, l'un blessé par le passé, l'autre forgé par les contraintes de la vie. Qu'au au centre Juliette, ce lien spontané, ce trait de lumière, c'était elle qui unissait les deux sans le savoir complètement. Et c'était cette vérité simple, sans artifice ni mysticisme, qui rendait toute cette relation si délicate, si vivante, si vraie. Malgré l'ambiance transformée et les signes clairs d'un changement de climat au sein de l'entreprise, il ne fallut pas longtemps pour que les tensions latentes trouvent une nouvelle cible. Si Vincent Leclerc devenait peu à peu une version plus humaine de lui-même, certains dans les étages intermédiaires voyaient cette transformation avec méfiance, voire ressentiment. Le calme apparent de la hiérarchie ne suffisait pas à contenir les jalousies, les frustrations et surtout les suspicions. Un employé du service administratif, ancien collègue de Claire, observait depuis quelque temps la proximité croissante entre elle et le PDG avec une attention malsaine. Il n'y avait pourtant pas de gestes déplacés, pas de confidence à voix basse, pas de rire suspect dans les couloirs. Mais dans une structure aussi hiérarchisée, il suffisait d'un simple changement d'attitude, d'un sourire ou d'un mot aimable échangé entre un patron et une assistante pour que les rumeurs prennent forme. Et cette fois, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Le premier signal fut un message anonyme envoyé à la boîte RH générale. Rédigé dans un ton faussement neutre, il questionnait la soudaine participation de Claire à certains projets internes. Le message insinuait un favoritisme, évoquait sans preuve une proximité qui aurait facilité son ascension. Il ne contenait aucune accusation explicite, mais le sous-entendu était assez clair pour provoquer un frémissement dans les bureaux concernés. Très vite, d'autres voix s'ajoutèrent, en aparté. À la machine à café, dans les couloirs, dans les pauses déjeuner, certains commençaient à glisser des remarques malveillantes.
Elle a su se rendre indispensable. Dis donc, ou encore, il faut croire que son café vaut de l'or. D'autres, plus cruels encore, évoquaient la carte mère célibataire jouée au bon moment. Claire, qui n'était ni naïve ni détachée, perçut rapidement le changement d'ambiance. Les regards évitaient les siens, les discussions s'interrompaient à son approche. Et surtout, elle entendit elle-même un éclat de rire étouffé lorsqu'elle passa près de la salle de repos. Le coup le plus dur tomba un mercredi matin. Elle reçut un message du service RH l'informant qu'une enquête informelle avait été ouverte à la suite d'un signalement anonyme concernant des conflits d'intérêts potentiels liés à des nominations internes non justifiées. L'email était froid, factuel, mais il suffit à la déstabiliser. Elle relut le message plusieurs fois, le cœur serré. Rien n'était dit ouvertement, mais c'était elle qu'on visait. Juliette, ce soir-là, la trouva prostrée sur le canapé, les yeux rouges, un dossier sur les genoux, mais incapable d'y porter attention. La petite s'approcha, grimpa doucement à côté de sa mère, posa sa tête contre son bras. Elle ne posa pas de questions, elle sentait. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Claire essaya de sourire, de dire que ce n'était rien, qu'elle était juste fatiguée. Mais Juliette, dans son silence, déposa un dessin qu'elle avait préparé. 3 personnages, encore. Elle, Claire et Vincent. Cette fois, tous portaient une cape rouge, comme des super-héros. En haut du dessin, elle avait écrit, en lettres maladroites, « Merci d'être gentil ». Le lendemain, Claire hésita longuement avant de revenir au bureau. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Elle devait affronter la situation, prouver sa légitimité, montrer que rien de ce qu'elle faisait n'était motivé par autre chose que le travail, la rigueur et la nécessité. Lorsqu'elle arriva, elle croisa quelques collègues qui lui adressèrent des regards mi-curieux, mi-fuyants. Aucun mot, juste des présences lourdes. À la pause de midi, elle prit son repas seule. Même les 2 collègues avec qui elle partageait habituellement sa table avaient décliné poliment, prétextant une réunion de dernière minute. Elle n'avait pas besoin d'un dessin pour comprendre. Le vide se creusait autour d'elle, et il était aussi violent que silencieux. Ce fut Juliette qui, sans le savoir, allait faire basculer la situation. En fin de journée, elle demanda à sa mère si elle pouvait dessiner quelque chose pour laisser à Monsieur sourire. Claire hésita mais accepta, pensant que cela ferait peut-être plaisir au PDG. Juliette dessina avec application un nouveau portrait. Un bureau avec une grande fenêtre, un homme derrière, en costume, qui sourit doucement. Elle et sa mère en face. Au dos de la feuille, elle écrivit une phrase simple « Merci d'être gentil avec ma maman ». Le lendemain, alors que Claire rangeait son sac, Juliette glissa la feuille dans une enveloppe qu'elle avait décorée elle-même. Elle insista pour qu'on la dépose sur le bureau de Vincent. Claire, prise par le flot du matin, accepta presque machinalement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette enveloppe, déposée discrètement sur le bureau du PDG par une assistante du courrier, allait avoir un effet bien plus fort que tous les rapports, justifications ou silences qu'elle avait opposés aux critiques. Dans l'après-midi, une convocation tomba. Vincent réunissait l'ensemble des chefs de service dans la grande salle de réunion du 8e étage. Aucun ordre du jour ne fut précisé, mais tous comprirent rapidement que quelque chose de sérieux allait être abordé. Claire fut également conviée. Elle entra la dernière, s'installa en silence, le cœur battant. Vincent entra à son tour, un dossier à la main, l'expression grave, mais calme. Il posa l'enveloppe sur la table. Puis il déclara d'une voix ferme mais posée « Ce que vous voyez ici, c'est un dessin. Il m'a été adressé par une enfant. Ce dessin m'a rappelé pourquoi j'ai créé cette entreprise. Pas pour les chiffres, pas pour les classements, pour les gens, pour qu'ils aient une vie meilleure. » Il se tourna vers Claire sans la nommer. « Et parfois, certaines personnes nous rappellent ce qu'on a oublié. À tous ceux qui ont choisi la rumeur, le venin, l'anonymat, sachez que je n'ai jamais eu plus de respect pour quelqu'un que pour ceux qui avancent, seuls, en silence, avec dignité. » Un silence pesant suivit. Aucun nom ne fut cité, mais tout le monde comprit. Et dans ce silence, Claire, la tête droite, sentit que l'humiliation qu'elle avait subie venait d'être transformée, non en vengeance, mais en justice. Elle n'était pas protégée, elle était reconnue, et cela changeait tout. Le bureau de Vincent était plongé dans un calme inhabituel. Les stores à moitié baissés tamisèrent la lumière du jour, laissant passer des lignes dorées sur le sol en bois clair. Assis à son bureau, Vincent tenait entre ses mains
une simple feuille pliée en deux, couverte de dessins aux couleurs vives. Une petite maison, un bonhomme en costume avec des lunettes, une femme aux cheveux longs, une fillette au sourire large. Le trait était enfantin, mais le message, lui, transperçait la page. Derrière ce dessin, quelques mots maladroitement tracés en lettres capitales faisaient vibrer chaque ligne de son regard. « Merci d'être gentil avec ma maman ». Aucun logo d'entreprise, aucun slogan, aucune mise en forme corporate ne pouvait rivaliser avec la sincérité pure de cette phrase. Vincent relut ces mots plusieurs fois, incapable de détacher son regard. Il avait lu des milliers de courriers dans sa carrière, signé des contrats de plusieurs millions, rédigé des discours destinés à impressionner des investisseurs. Mais rien ne l'avait ému comme cette lettre écrite par une petite fille de 6 ans. Son souffle était plus court, ses mains légèrement tremblantes. Il posa la feuille sur son bureau, se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et laissa son regard se perdre sur la ville en contrebas. Il pensait à Juliette, à son sourire tranquille, à sa manière de parler sans peur. Il pensait à Claire, à sa force silencieuse, à sa manière de tenir bon sans jamais se plaindre, même lorsqu'elle était la cible de commentaires injustes. Et il pensait inévitablement à Camille, à sa fille, à celle qui n'écrirait plus jamais de lettres, qui ne dessinerait plus de maisons colorées, qui n'aurait jamais eu la chance de remercier quelqu'un pour sa gentillesse. Ce dessin, ce mot, avait tout renversé. Il n'était plus question de rumeurs, de politique interne, d'enjeux d'image. Il était question d'humanité, de vérité, de réparation. Et pour la première fois depuis des années, Vincent sentit qu'il avait quelque chose à dire qui ne concernait ni les bénéfices, ni les objectifs trimestriels. Il descendit lentement au 8e étage, prit l'ascenseur seul, sans dire un mot. Il traversa les couloirs comme un homme en mission, salua quelques employés sans même s'en rendre compte, puis demanda à la chargée de communication de convoquer tous les collaborateurs disponibles dans l'auditorium du rez-de-chaussée. Aucun détail ne fut donné. Les employés, surpris, commencèrent à descendre un à un, s'installant sur les sièges rouges en rangées bien alignées. En moins d'une demi-heure, la salle était presque pleine. Les visages étaient curieux, certains inquiets, d'autres simplement attentifs. Vincent entra par la porte latérale, sans micro, sans discours préparé. Il portait la feuille de dessin dans la main. Il monta sur la petite estrade et regarda la salle sans dire un mot pendant quelques secondes. L'atmosphère était dense. Il inspira profondément, puis commença à parler. « Je ne suis pas un homme de confession. Ce n'est pas mon style. Mais il y a des moments où le silence ne suffit plus. » Un léger murmure traversa la salle. Personne ne s'attendait à ce ton. « Il y a 4 ans, j'ai perdu ma femme et ma fille dans un accident. Je n'en ai jamais parlé ici. J'ai fermé cette partie de ma vie, croyant que l'oubli m'aiderait à avancer. En vérité, je n'ai fait qu'ériger des murs autour de moi. Je suis devenu le dirigeant que vous connaissez tous, rigoureux, distant, intransigeant. » Il marqua une pause, leva le dessin pour que tout le monde le voie. Ce dessin m'a été donné hier, par une enfant, une petite fille qui, sans le savoir, m'a ramené à un souvenir que j'avais fui, et avec ce souvenir, à une réalité que j'avais ignorée. Nous sommes d'abord des êtres humains avant d'être des professionnels. Le silence dans la salle était total. Pas un souffle, pas un téléphone, rien. Aujourd'hui, je veux vous dire que je ne tolérerai plus les jugements fondés sur des rumeurs, sur des insinuations, sur des malveillances déguisées. Une employée de cette entreprise a été ciblée injustement. Elle n'a rien demandé, n'a rien revendiqué. Elle a juste fait son travail, tout en élevant seule sa fille. Et elle l'a fait avec une dignité qui m'oblige au respect. Il posa le dessin sur le pupitre devant lui. Cette feuille est plus précieuse que n'importe quel rapport de performance. Elle m'a rappelé pourquoi j'ai fondé cette entreprise. Pas pour dominer un marché, mais pour créer un endroit où le travail est à la fois exigeant et respectueux. Des larmes discrètes coulaient sur quelques visages dans la salle. D'autres, bouleversés, baissaient les yeux. Claire, au fond de la pièce, n'osait plus bouger. Elle était figée. Ses mains tremblaient. Elle ne s'attendait à rien de tout cela. Elle n'avait jamais voulu d'exposition. Mais à cet instant, elle comprenait que Vincent n'avait pas seulement défendu son honneur, il avait partagé sa propre vérité. Et il l'avait fait devant tous. « Je ne vous demande pas de changer du jour au lendemain, » conclut Vincent, « mais je vous demande d'écouter, d'observer, de respecter. Nous avons tous nos batailles, et parfois, ceux que vous jugez faibles sont ceux qui tiennent le monde à bout de bras.
Lorsqu'il quitta la scène, la salle resta silencieuse un moment, puis éclata en applaudissements. Ce n'était pas un hommage à un PDG. C'était l'expression d'un soulagement collectif, d'une émotion libérée, d'une reconnaissance sincère. Claire, debout, sentit les larmes monter. Elle les retint, mais pas son sourire. Pas cette fois. Ce jour-là, plus rien ne fut comme avant. La parole de Vincent avait brisé un tabou, redonné une voix à ceux qu'on n'entendait jamais. Et pour Claire, cette lettre de Juliette, si simple et spontanée, était devenue la plus belle preuve que parfois, il suffit d'un seul geste d'enfant pour établir toute la vérité. Quelques jours après l'allocution inattendue de Vincent devant l'ensemble des collaborateurs, l'ambiance dans les couloirs de l'entreprise avait changé, mais pas de façon spectaculaire ou ostentatoire. Ce n'était pas une révolution visible, encore moins une campagne orchestrée. C'était plutôt un glissement profond, lent, presque imperceptible. Les sourires étaient plus fréquents, les échanges moins mécaniques. Certaines personnes que Claire croisait tous les jours depuis des années commencèrent à lui adresser des regards sincères, parfois même des mots d'encouragement. Une collègue du service juridique, qui ne lui avait jamais parlé autrement que par courriel, l'arrêta à la cafétéria pour lui dire simplement « Merci, ce que vous vivez nous concerne tous ». Elle ne savait pas exactement comment répondre. Alors elle sourit, hocha la tête et reprit son café. Vincent, de son côté, continua de gérer l'entreprise avec la rigueur qui lui était connue, mais il introduisit progressivement des gestes et décisions concrètes qui montraient que le discours tenu à l'auditorium n'avait pas été un simple coup de communication. Il convoqua un comité transversal composé de membres de différents départements et à tous les niveaux hiérarchiques. Il souhaitait que ce groupe conçoive un programme national destiné à accompagner les parents isolés au sein de l'entreprise, dans toutes les filiales du pays. Un projet ambitieux, structuré, avec un objectif clair, que plus personne ne soit contraint de cacher son enfant au travail par peur d'être sanctionné. Lors de la première réunion du comité, Vincent prit la parole brièvement. Il n'était pas là pour imposer, mais pour initier. Il expliqua que le projet devait être porté par ceux qui connaissaient le terrain, ceux qui vivaient les contraintes du quotidien, et non uniquement par les dirigeants. Puis, avec une simplicité désarmante, il ajouta « J'aimerais que Claire Dumas prenne la tête de ce groupe. » Il n'y eut pas de murmure, pas d'opposition. Tous savaient pourquoi ce choix avait du sens. Mais pour Claire, entendre son nom prononcé ainsi devant tout le monde, dans un contexte de responsabilité et non de plainte, provoqua un choc intérieur. Elle sentit son cœur s'accélérer, une bouffée de chaleur monter. Elle pensa refuser. Elle n'était pas habituée à la lumière. Elle avait appris à se tenir dans l'ombre, à faire bien sans faire de bruit. Pourtant, quelque chose en elle s'agita, une forme de dignité blessée qui refusait de se cacher davantage. Après quelques secondes de silence, elle leva la main légèrement. Tous les regards convergèrent vers elle. Elle prit une inspiration lente, puis dit d'une voix claire « J'accepte, mais je le fais pour toutes celles et ceux qui, chaque jour, doivent choisir entre leur emploi et leur rôle de parent. Je ne suis pas experte, je ne suis pas parfaite, mais je connais la peur de devoir tout perdre pour garder un toit et une stabilité pour mon enfant. Si je peux transformer cette peur en action utile, alors je ferai de mon mieux. » Le comité fut lancé. Les semaines suivantes, Claire plongea dans un univers nouveau, fait de réunions interservices, de visioconférences avec d'autres agences du pays, d'échanges avec des représentants syndicaux, des responsables RH, des consultants spécialisés. Elle découvrit des réalités qu'elle ne soupçonnait même pas, des employés dormant dans leur voiture pour ne pas perdre leur poste, des mères contraintes de cacher leur grossesse par crainte d'être déplacées, des pères solos jonglant entre horaires de nuit et garde partagée. À chaque témoignage recueilli, elle sentait que ce projet allait bien au-delà d'elle, au-delà même de l'entreprise. Vincent restait en retrait dans l'opérationnel, mais il suivait de près les avancées. Il demandait régulièrement à Claire de lui faire un point, en personne. Ces réunions, au début strictement professionnelles, devinrent des espaces plus fluides, presque complices. Ils parlèrent du projet, bien sûr, mais aussi de ce que cela changeait pour eux. Vincent lui avoua un jour lors d'un entretien tardif dans son bureau « Je ne pensais pas que le simple fait de réparer un oubli pouvait me redonner le sentiment de construire quelque chose de juste. Ce n'est pas de la rédemption, c'est un devoir. » Claire, émue par cette sincérité, ne répondit pas tout de suite. Elle savait que ces moments de lucidité étaient rares.
Elle les accueillait avec respect, sans jamais en abuser. Elle, de son côté, ne cherchait ni gratitude ni reconnaissance. Elle avançait, déterminée à rendre ce programme réel, applicable, utile. Elle avait dressé avec son équipe un plan en 3 phases. Adaptation des horaires, création d'espaces de garde d'urgence sur site et mise en place d'un accompagnement psychologique pour les parents en situation critique. Ce n'était pas une utopie, c'était du concret. Et ça avançait. Juliette, à la maison, continuait de dessiner ces petites scènes de bureau où sa maman et Monsieur Sourire travaillaient côte à côte. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait que quelque chose d'important était en train de se construire. Un soir, alors que Claire l'abordait, elle lui demanda « Maman, est-ce que tu aides d'autres mamans maintenant ?» Claire lui répondit « Oui, j'essaie. » Juliette réfléchit quelques secondes, puis dit « Tu es comme une super maman de bureau. » Claire rit doucement, embrassa sa fille sur le front et éteignit la lumière. Elle resta là quelques minutes, assise au bord du lit, les yeux dans le vide, songeuse. Elle pensait à tout ce chemin parcouru, à ce qui restait encore à faire. Le programme fut officiellement présenté à l'ensemble des salariés lors d'une grande réunion en ligne. Claire en fut la porte-parole. Ce jour-là, elle prononça un discours bref mais puissant, fondé sur l'expérience, l'écoute et l'envie de changer les choses. Dans son bureau, Vincent l'écoutait en silence, le regard fixé sur l'écran, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit fier, pas de lui, d'elle, de ce qu'elle représentait, de ce qu'ils construisaient, ensemble, sans bruit, sans précipitation, mais avec une authenticité rare. Le projet, désormais nommé officiellement Initiative Claire, prenait une ampleur inattendue. Ce qui avait commencé comme une simple réflexion autour de l'adaptation du cadre professionnel pour les parents isolés était devenu un mouvement plus large, presque un manifeste d'entreprise en faveur de la dignité au travail. Dans toutes les agences, des réunions étaient organisées pour comprendre les besoins des salariés en situation précaire. Les premiers ajustements pratiques furent appliqués. Flexibilité des horaires, télétravail facilité pour les parents sans soutien, extension du congé pour événements familiaux graves, aide à la garde ponctuelle d'enfants. Mais au-delà des mesures concrètes, c'est l'état d'esprit général qui semblait se modifier. Dans cet élan de transformation, Vincent Leclerc proposa une idée qui, à première vue, sembla étonnante. Lors d'un comité de pilotage, il déclara « Il nous faut un espace visible. Un lieu physique ici, au siège, qui rappelle ce que nous sommes en train de construire. » Personne n'osa lui couper la parole. Il continua. « Je veux que cet espace porte un nom, celui de ma fille. » Le silence s'installa. Claire, présente à la réunion, sentit un nœud dans la gorge. Elle comprenait le poids de cette décision. Ce n'était pas une initiative corporate ou symbolique, c'était profondément personnel. Le projet fut validé sans débat. Quelques semaines plus tard, dans le hall principal du bâtiment central de Leclerc Tech, un espace fut aménagé. Une large paroi blanche, lumineuse, face à l'entrée, sur laquelle une simple plaque avait été posée. Il y était inscrit « Mur Camille », dédié aux enfants qui nous inspirent à devenir meilleurs. À côté, une table garnie de feuilles blanches, de crayons, de feutres, et un panneau invitant les salariés à y déposer dessins, mots, souvenirs ou messages de leurs enfants. Rapidement, le mur se remplit. On y vit apparaître des soleils maladroits, des phrases naïves mais sincères, des photos d'anniversaire, des petits mots d'encouragement griffonnés à la hâte. Des employés venaient y coller une image avant de monter travailler, ou en partant le soir. Certains passaient simplement devant, ralentissant à peine, mais posant les yeux sur ces traces de vie, comme un rappel quotidien de ce qui comptait vraiment. Juliette fut la première à laisser son dessin. Claire l'avait emmenée un samedi matin, lors d'une inauguration discrète. La petite avait dessiné un grand cœur rouge entouré d'étoiles, avec au centre 3 personnages. Cette fois encore, sa mère, elle-même et Vincent y figuraient côte à côte. En bas, elle avait écrit « Merci d'aimer les enfants même quand ils ne sont pas les vôtres ». Lorsque Claire lut la phrase, elle sentit ses jambes faiblir. Elle s'accroupit pour embrasser sa fille, la serra fort et laissa couler une larme qu'elle ne chercha pas à cacher. Vincent arriva quelques minutes plus tard, seul, sans garde ni entourage. Il s'agenouilla devant le mur, lut attentivement les premiers messages affichés, puis se leva lentement. Lorsqu'il vit Juliette,
Il lui adressa ce sourire discret qu'elle avait si souvent évoqué. Elle lui tendit la main, naturellement. Il la prit sans un mot et resta ainsi quelques secondes. Claire observa la scène sans intervenir. Elle n'avait rien à ajouter. Tout était dit dans ce simple geste. Le mur Camille devint au fil des jours bien plus qu'un symbole. Il devint un point de passage obligé, un espace de respiration dans un univers souvent trop froid. Les salariés y déposaient leurs histoires, leurs peines, leurs joies, parfois même leur deuil. Un père y avait écrit « À mon fils Maxime, qui m'a appris à être fort en souriant ». Une mère avait laissé une photo de sa fille en fauteuil roulant avec ces mots « Elle ne marche pas, mais elle me pousse chaque jour à avancer ». Les visiteurs externes, clients, partenaires, s'arrêtaient souvent devant le mur avant leur rendez-vous. Certains prenèrent des photos, d'autres restaient silencieux. Tous comprenaient que ce lieu n'était pas un outil marketing, c'était un acte de mémoire et de présence. Vincent, de son côté, passait devant ce mur tous les matins. Il ralentissait à chaque fois, lisait un mot, un dessin, s'arrêtait quelques secondes. Il ne disait rien, mais ses collaborateurs savaient. Il n'y avait plus en lui cette dureté glaciale. Elle avait été remplacée par une forme de gravité paisible, d'autorité sensible. Il n'était plus seulement le PDG, mais un homme qui avait accepté de mêler sa vulnérabilité à son rôle. Et cette fusion changeait tout. Pour Claire, le mur fut aussi une manière de mesurer l'évolution de son propre chemin. Elle passait devant lui chaque soir en quittant son bureau, et il lui arrivait de s'arrêter, de lire une nouvelle phrase, de sourire en voyant le dessin d'un autre enfant. Un jour, elle trouva sur le mur une phrase écrite à l'encre bleue, sans signature. Les parents solos sont des architectes du quotidien. Ils construisent des châteaux avec des briques fissurées. Elle resta longuement devant ces mots. Elle ne sut jamais qui les avait écrits, mais elle les emporta avec elle comme une vérité. L'impact du mur dépassa les murs de l'entreprise. Un article fut publié dans un grand quotidien économique sur cette initiative unique, soulignant l'approche émotionnelle mais lucide d'un PDG longtemps considéré comme froid. Les messages affluèrent, non de clients ou d'investisseurs, mais de salariés d'autres entreprises, de mères, de pères, de personnes seules qui se reconnaissaient dans cet espace. Certaines filiales de l'entreprise commencèrent à créer leurs propres murs, inspirés de Camille. Des murs plus petits, parfois numériques, mais tous porteurs du même message. Les enfants ne sont pas un obstacle à la réussite professionnelle. Ils en sont souvent la raison. Ce que Vincent et Claire avaient lancé ensemble, presque sans le vouloir, prenait maintenant racine dans d'autres villes, d'autres contextes. Mais au siège, là où tout avait commencé, le mur Camille restait le cœur battant du changement. Et chaque fois que Juliette passait devant, elle demandait à sa mère « Tu crois qu'il va toujours rester là ?» Claire lui répondait « Aussi longtemps qu'on en aura besoin, il sera là. » Et cette réponse simple et droite contenait toute l'espérance d'un monde professionnel un peu plus humain. Depuis l'inauguration du mur Camille, le quotidien de l'entreprise avait définitivement changé de tonalité. Les couloirs semblaient moins bruyants de tension, les réunions plus humaines, les silences moins lourds. Ce n'était pas un miracle, ni une transformation totale de la culture d'entreprise, mais plutôt un déplacement de la ligne invisible qui séparait la sphère professionnelle du personnel. Une sorte de reconnaissance implicite que chaque employé n'était pas qu'un poste, un titre ou un objectif à atteindre, mais un être complexe, souvent porteur de fardeaux que personne ne devinait. Claire continuait à diriger le programme en faveur des parents isolés, désormais structuré comme un véritable pôle transversal. Elle était devenue, à sa grande surprise, une référence interne sur les questions de conciliation entre vie professionnelle et responsabilité familiale. Chaque jour, elle découvrait de nouvelles subtilités dans les parcours de ses collègues, des détails de leur vie qu'elle n'aurait jamais pu deviner auparavant. Ce rôle l'occupait autant qu'il la recentrait. Elle y mettait du cœur, de la méthode, mais surtout une forme de calme. Elle ne cherchait pas à changer le monde, seulement à corriger ce qu'elle savait injuste. Vincent, lui, n'était plus le même homme. Ses interventions publiques restaient sobres, mais plus engagées. Il parlait désormais de qualité de vie, de pérennité humaine autant que financière. Lorsqu'il participait à une réunion de direction, il posait systématiquement la question « Quels sont les impacts humains de cette décision ?» Ce simple ajout changeait les discussions. Il n'avait plus besoin de hausser la voix pour imposer sa volonté. Son autorité était maintenant celle de quelqu'un qui avait souffert, qui avait appris.
et qui avançait sans prétendre tout réparer, mais sans répéter les mêmes erreurs. Les interactions entre Vincent et Claire avaient évolué. Elles n'étaient pas fréquentes, mais constantes. Ils travaillaient ensemble sur certains points stratégiques, échangeaient des documents, des idées, parfois des impressions. Il n'y avait pas de gestes déplacés, ni de familiarité excessive. Mais dans leur façon de se parler, de se regarder, il y avait une forme de confiance douce, faite de respect et de reconnaissance. Lorsqu'ils se croisaient, Claire savait à l'instant s'il avait eu une journée difficile, et lui, sans poser de questions, devinait lorsque Claire était préoccupée. Juliette continuait d'être le trait d'union silencieux entre eux. Elle passait parfois au bureau en fin de journée, le mercredi ou le vendredi, selon les semaines. Tout le monde l'aimait. Elle connaissait les prénoms de plusieurs collègues, apportait ses dessins au mur Camille, et parfois même s'asseyait dans la salle de pause pour lire en attendant sa mère. Lorsque Vincent la croisait, il ralentissait toujours. Parfois, il lui demandait ce qu'elle lisait, ou lui demandait si elle avait ajouté un nouveau dessin. Elle répondait toujours avec sérieux, comme si elle parlait à un adulte important, mais jamais avec crainte. Elle l'appelait toujours Monsieur Sourire, ce surnom né d'un moment spontané, qui était resté comme une marque douce entre eux. Lors d'un événement interne organisé pour la fin du trimestre, Vincent avait été invité à prendre la parole pour clore la journée. Il fit un discours bref comme à son habitude, puis laissa le micro aux autres membres de la direction. Claire, elle, restait dans la salle, à côté de quelques collègues de son équipe. À la fin de la journée, alors que les invités se dispersaient, Vincent passa près d'elle, ralentit légèrement, puis dit doucement « Vous avez fait beaucoup pour cette entreprise, beaucoup plus que moi, parfois. » Elle leva les yeux vers lui, surprise par la confidence. Il ajouta en regardant Juliette un peu plus loin « Et vous avez fait encore plus pour moi ?» Puis il reprit sa marche, sans attendre de réponse. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas une avancée vers quoi que ce soit. C'était une vérité posée, nue, partagée. Il y eut aussi des moments plus personnels, mais toujours marqués par la retenue. Un soir, alors qu'un problème technique avait nécessité leur présence tardive dans les locaux, Claire proposa de commander de quoi manger. Ils s'étaient retrouvés à partager une pizza dans une salle de réunion vide, les dossiers étalés autour d'eux. Ils parlèrent peu du travail. Ils parlèrent de musique, de livres, de silence aussi. Vincent raconta un souvenir d'enfance. Claire parla de son déménagement à Lyon, seule, enceinte de Juliette, et de son premier hiver sans chauffage. Ils ne se regardèrent pas constamment, mais chaque phrase semblait les rapprocher d'un centimètre. Et lorsqu'ils quittèrent l'immeuble, il lui ouvrit la porte sans rien dire, l'accompagna jusqu'à sa voiture, puis s'éloigna dans la nuit. Il n'y eut pas de geste d'intimité, pas de contact. Juste ce sentiment que l'essentiel avait été dit. Dans le quotidien, rien n'avait changé. Claire était toujours assistante administrative, même si ses responsabilités avaient grandi. Vincent était toujours PDG. Il y avait entre eux une ligne qu'aucun des deux ne semblait vouloir franchir. Et pourtant, dans chaque interaction, dans chaque regard échangé, il y avait une forme de langage invisible. Une manière de se dire « je sais que tu es là », sans jamais prononcer les mots. Le lien qu'ils avaient noué n'était pas une romance ni une promesse. C'était un compagnonnage silencieux, un équilibre trouvé au bord du chaos, un respect né de la douleur partagée, de l'écoute mutuelle et du temps. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas visible, mais c'était réel. Et dans un monde souvent bruyant, c'était déjà beaucoup. Le mois de décembre arriva avec ses nuits plus longues, ses matinées froides et ce parfum diffus d'attente que l'on sent dans chaque fin d'année. L'entreprise s'apprêtait à clore un cycle, et avec lui, une période de transformation profonde, tant humaine que structurelle. L'agenda des derniers jours de travail était chargé, mais au sein de l'équipe de Claire, l'énergie était différente. Malgré la fatigue, les dossiers à finaliser et les objectifs à atteindre, chacun semblait animé d'un élan particulier, comme si l'année, aussi rude qu'elle ait été, se terminait sur une note de possible réparation. La fête de fin d'année de l'entreprise avait été planifiée pour le 22 décembre, un vendredi en fin d'après-midi. C'était une tradition annuelle, mais cette fois, le comité organisateur avait insisté pour qu'elle soit plus inclusive, moins protocolaire. Les collaborateurs pouvaient venir accompagnés de leurs enfants, une décision qui, quelques mois auparavant, aurait semblé inimaginable. Cette évolution était l'un des nombreux fruits du programme dirigé par Claire, et pour beaucoup,
Sa concrétisation dans un événement aussi symbolique marquait une reconnaissance implicite de tout ce qui avait été mis en place. La grande salle polyvalente avait été décorée sobrement, mais avec goût. Des guirlandes lumineuses serpentaient le long des murs. Des tables garnies de friandises et de boissons non alcoolisées occupèrent les coins, et une petite scène avait été dressée pour les discours et les interventions. Vincent était arrivé en début de soirée, saluant chacun avec ce mélange de discrétion et de présence attentive qui le caractérisait désormais. Il n'avait prévu aucun discours, aucun moment d'apparition formelle. Il voulait simplement être là parmi les siens, comme un témoin de ce qu'ils avaient réussi à construire ensemble. Claire arriva avec Juliette, qui tenait un petit sac contenant un cadeau fait main destiné au Monsieur Sourire. Elle avait passé plusieurs soirs à dessiner et à écrire une petite carte, aidée par sa mère. Claire n'avait pas voulu relire ce qu'elle avait écrit. Elle voulait que cela reste un geste d'enfant, pur, sincère, sans ajustement d'adulte. Les enfants présents couraient, riaient, dessinaient sur les nappes en papier. Les salariés se parlaient autrement, comme si les rôles hiérarchiques avaient été mis en pause pour une soirée. Claire salua plusieurs collègues, prit le temps de discuter avec des membres d'équipe qu'elle connaissait à peine. Elle ne cherchait pas Vincent du regard, mais elle savait exactement où il se trouvait. C'était devenu une habitude, cette conscience tranquille de sa présence dans un espace partagé. Vers la fin de la fête, alors que l'agitation commençait à diminuer, une surprise inattendue se produisit. Une des organisatrices annonça que quelques enfants souhaitaient monter sur scène pour dire quelques mots ou montrer leurs dessins. L'initiative n'était pas prévue, mais elle fut accueillie avec enthousiasme. Juliette, sans prévenir sa mère, leva la main. Claire, surprise, tenta de la retenir discrètement, mais il était trop tard. La petite fille avait déjà rejoint le groupe d'enfants et montait les marches de la scène, tenant son sac contre elle. Elle attendit patiemment que les autres enfants parlent, rient, chantent quelques vers de comptines improvisées. Puis, lorsqu'on lui tendit le micro, elle s'en approcha sans peur. Elle portait une robe bleue avec des étoiles, ses cheveux relevés en une queue de cheval que Claire lui avait faite plus tôt. Elle parla d'une voix claire, sans hésitation. « Je voulais dire merci au monsieur qui a aidé ma maman à sourire de nouveau. » Le silence tomba aussitôt dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle, puis cherchèrent instinctivement Claire. Mais Juliette n'avait pas terminé. Elle sortit de son sac un dessin soigneusement plié. « J'ai dessiné nous trois, moi, maman et le monsieur, parce qu'on dirait une équipe. » Elle montra le dessin au public, le tenant à deux mains. « Je pense que quand on aide quelqu'un à ne plus être triste, ça veut dire qu'on est fort, même si on ne le dit pas. » Elle descendit ensuite, fière et tranquille, rejoignant sa mère qui, les yeux brillants, ne sut que l'enlacer doucement. Vincent n'avait pas bougé pendant le discours. Il s'était figé comme si chaque mot prononcé par Juliette avait été une note posée sur une corde sensible qu'il croyait pourtant endormie. Lorsqu'il croisa enfin le regard de Claire, il marcha lentement vers elle. Il ne parla pas tout de suite. Il ne sourit pas comme à son habitude. Il avait ce regard profond, chargé, celui qu'on porte lorsqu'on comprend qu'un instant simple peut contenir tout ce qu'on n'a jamais osé dire. Arrivé à sa hauteur, il tendit la main vers Juliette, puis regarda Claire. Il ne fit aucun discours, aucune déclaration. Il se contenta de prendre la main de Claire dans la sienne, devant tous ceux qui observèrent la scène. Pas un mot, juste ce contact, cette décision, ce moment suspendu. Dans cette main tenue, il n'y avait pas de promesse. Il y avait une reconnaissance. Il y avait la gratitude. Il y avait la présence. Autour d'eux, les applaudissements commencèrent, timides d'abord, puis plus chaleureux. Mais ni Vincent ni Claire ne réagirent. Ils se regardaient simplement, comme deux personnes qui n'avaient plus besoin de se cacher derrière leur rôle, leur cicatrice ou leur silence. Ce soir-là, la fête ne se termina pas avec un feu d'artifice ou un discours enflammé. Elle se termina dans cette image discrète mais puissante, celle d'un homme qui avait retrouvé le goût de la vie en rencontrant une enfant et sa mère, et d'une femme qui, après des années de lutte, trouvait enfin un espace de paix, de respect et peut-être d'avenir. Pas un avenir rêvé, idéalisé, un avenir vrai, enraciné dans la réalité, tissé de gestes simples, de regards vrais et d'un respect mutuel. Un avenir construit à deux, en silence, main dans la main.